Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Inside, l'arrière-scène entrepreneur. Donc, très content de vous avoir encore avec nous cette semaine. Je dois saluer nos partenaires parce que sans eux, nous n'y arriverons pas, tout simplement. Donc, je salue Caisse des Jardins Économie Solidaire, la Ville de Laval, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et évidemment Geek. Je suis Alexandre Kenol, je suis votre hôte. Bonjour, What's up? Reynaldo Reynaldo. Antonio Mendoza. J'adore ton Dan. nom. Attends, on dit toutes les 28 lettres. Reynaldo Antonio Mendoza Dance. Ah, il y en avait un autre. Ah ouais, Dance. Il fallait avoir 4 noms. On est latinos. Mais c'est ça, man. Ouais, les latinos ont une moyenne de 4 noms. Il peut en avoir plus, hein. Ouais, il y en a qui sont à peu près des 5-6 noms. Il y en a qui Pour vrai? Moi, j'ai calculé 28 lettres. Fait que l'alphabet, il y en a 26. Moi, je suis prêt. J'ai du doublon. J'ai un Z, j'ai un Une coche de Y. plus. Il me manque un X. T'as presque tout. Je sais pas, j'ai la gamme au complet, là. Reynaldo, bienvenue. Merci Thanks. d'être avec nous aujourd'hui. Thanks. Merci De beaucoup. RM Stratégie. On n'est pas seul. On est bien accompagné Of course. avec Jessie Riel. Ouais, merci. Hello, Salut, Jessie. Moi aussi, je suis bien accompagnée. Enchanté. C'est le fun. Oh, c'est gentil. C'est gentil. On ne nous aime pas. Mon nounours. Jessie, donc, de Axe Conseil, ton entreprise qui se définit comme une passionnée par la santé et le mieux-être au travail. Yes. Comment on arrive à être une passionnée de la santé et au mieux-être au travail? Ben moi, je suis une petite bébite qui tripe psycho, santé mentale, être humain, cherche à tout comprendre. Puis ben, j'aime beaucoup le volet humain de l'accompagnement. Donc, je suis vraiment une intervenante à la base. Fait que je fais de l'intervention qui va être vraiment coaching, animation, formation en entreprise, l'accompagnement. Puis depuis les dernières années, je suis beaucoup dans le soutien auprès des entrepreneurs. Fait que au niveau de la santé psychologique et du bon, ça. mieux-être. Alors, Yes. on en a besoin. Qu'est-ce qui t'a amené là, justement? Oui, bien, ce qui m'a amené là, dans les dernières années au niveau pour Axe Conseil, en fait, j'ai été j'avais moi-même vécu des difficultés de santé mentale qui ont été reliées aux mauvaises pratiques de gestion, que j'ai été témoin et victime. Puis OK. ça a été l'espèce de point culminant de dire non, c'est terminé, il faut intervenir en entreprise. Donc, toutes les interventions que je faisais auprès des individus puis des familles depuis, mettons, 2010, c'est beaucoup en santé mentale. J'ai décidé d'aller transposer toute mon expertise en, c'est ça, santé mieux-être, santé relationnelle, santé psychologique dans les entreprises. Puis j'ai été me chercher un autre volet d'expertise que je combine à ça, qui est le management, avec ma maîtrise en admin que je termine C'est excellent. dans un mois et demi. Félicitations. Merci. Félicitations pour ce beau cheminement et félicitations pour ça parce qu'on en a grandement besoin. Ouais. Je pense que également tu as été sollicité beaucoup cette année en raison de la santé mentale, justement. Comment tu expliques comment tu expliques justement le fait que tu as une carrière qui est en train de boomer dans cette direction-là? Ben, tu sais, la santé mentale, on va dire, ça nous touche tous de près ou de loin, mais tu sais, les gens qui ont des difficultés réellement, bon, on va dire des fois, c'est quoi, 20 25 en termes de statistiques. Mais je pense que quand la pandémie, elle est arrivée, il y a 2 ans, c'est venu toucher tout le monde, Ouais. l'impact direct de la pandémie, de l'isolement, de l'adaptation, le stress. Donc, c'est sûr que la demande a été beaucoup plus grande parce que ça touchait plus juste une personne sur 5. Ça nous a tous touchés dans le temps à un moment donné ou un autre. Donc, puis ben c'est ça, moi, la pandémie, ça a été une bonne chose pour moi. Là. Ça m'a aidé à me mettre un peu sur la map. Puis je me suis... Ton rôle dans Ouais. la société aussi, tes Ouais. responsabilités. Puis ben grâce, c'est ça, mon réseau, les belles collaborations que j'entretiens depuis des années, des partenariats que j'ai, ben ça m'a amené à être là aujourd'hui, puis super. Excellent. à travailler avec plusieurs. Fait que, Ben, merci Ouais. merci d'être là. Merci d'être là avec ça fait nous. plaisir. À tous et là, tout honneur. D'ailleurs, on va commencer on va clarifier quelque chose. Pas toi le host aujourd'hui, c'est moi. OK. Ah, Je donc, vais essayer juste de me question de- contrôler. Juste question de mettre les bons trucs, les bonnes balises, question qu'on se comprenne bien. Ray, merci d'être là. Merci de l'invitation. Écoute, on a la chance, tu es une entreprise de gestion de strategy marketing. Ouais. Tu as un podcast aussi, tu as un Ouais. studio, Ouais. le Black Box, on les salue. Il y a aussi le podcast, on les salue. Avec Box. Et habituellement, on change de rôle, mais là, Je suis dans la c'est position, le hot seat. la position de hot seat. Merci d'être là. Et comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? En ce moment, justement, juste avant ici, si on parlait d'entrepreneuriat, je viens de finir un appel. Vraiment, je suis en train de faire une ronde de financement pour un projet. Bah, OK. allez voir, là, fait que ça entraîne 1 million de choses que tu dois gérer. Tu as des deadlines, tu as du monde, tu as un staff, un day-to-day. Puis avant tout, tu as une famille aussi à gérer. Ah ouais, faut pas oublier ça. Ouf. Faut pas oublier ça. Et justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel a été ton cheminement
pour te rendre justement à devenir entrepreneur? Là? On veut tout savoir. Là. Donc, ça a commencé où? Est-ce que toi, tu dealais des gommes ballons au primaire ou tu vendais des chocolats, tu revendais des chocolats? Comment c'était? Moi, ça a commencé comme ça. Là. Donc, OK. comment c'était, toi, ton histoire? OK, tu veux parler de gomme ballon? On peut aller à 14 ans. J'ai 35, juste comme Ah. ça. On parle le timeline. Fait que, à 14 ans, où est-ce que j'habitais? Là, j'habitais aux States, à New York. Puis à côté de chez moi, il y avait une usine. C'était un petit entrepôt. Moi et mon cousin, on se promène, puis il y avait des poubelles. Puis il y a une des boîtes à poubelles était semi-levée, fait qu'on la prend, on la lève. Puis il y avait des petits collants. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y a des machines à autocollants que tu mets un 25 sous, vous avez des collants. Ouais. Fait que c'était tous des collants. Il y avait genre 5-6 boîtes de là. Puis dans chaque boîte, devait en avoir peut-être 2000, là, ces collants-là. Fait que là, tu vois où je m'en viens. Ouais. Puis dans ces autocollants-là, c'était comme il y en a un, c'était, je me souviens, parce qu'il y avait 2 boîtes de ça, c'était genre le logo Playboy. Uh-huh. Fait que, hey, on a split ça. Mon cousin, il prend la moitié, je prends l'autre moitié. Puis il y a un terme aussi, les poubelles de quelqu'un, c'est les trésors de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est exactement ça qui s'est passé. Je rendu ne sais là. pas ça. Good. One man's treasure is another man. No, one man's trash is another man's treasure. OK. OK. Ah. That's great. Puis ça, c'est littéral par le point. Fait que on trouve des poubelles, on les ramasse. Le lendemain, moi, je remplis tout ça dans mon sac. Le lendemain, je m'en vais à l'école. Je commence à vendre les collants à 25 sous chaque. Wow. Je pense que j'ai tout liguité, là. Je faisais du make it rain, là, avec des collants à la cafétéria, là. Regarde, je sais pas combien de cash, je pense que je dois avoir fait genre à peu près 50$. C'était juste comme ça. Fait que le hustle, il commence là. Mais d'ailleurs, t'as été au... Quelle est ton histoire, là? Donc là, d'abord, t'as habité à Montréal, mais t'as habité aux États-Unis? Ouais. Pendant combien de temps? Tu savais pas? Non? Non? OK. Longue histoire courte. Je suis né au Nicaragua. Je suis venu au Québec, à Montréal, Saint-Léonard, Anjou, à 1 an. Ma mère s'est mariée à 9 ans. Je suis parti aux États-Unis, à New York, dans le Bronx, si vous voulez savoir exactement. De 9 à 16, j'étais là. Puis après, c'est là que je suis revenu à Laval. Puis depuis là, à Laval, regarde, j'étais là une bonne majorité de mon temps. Aujourd'hui, je suis rendu à Terrebonne. Ah, bon, on est 2. Yes, Team Terrebonne. On va pas dire dans quel coin exactement pour mais on pourra OK, s'en parler après. OK. Puis, donc, OK, je savais pas que t'as eu un passage chez nos voisins du Sud. Ouais, j'ai fait le tour. Et qu'est-ce qui t'a ramené, justement, à Laval à 16 ans? Ça allait mal. Ça allait mal. OK. Une mère immigrante, là, quand elle est écœurée, elle est écœurée. Là. Elle a tiré la plug sur moi. Comme, nope, tu restes pas ici. Puis, quand tu as cet âge-là, adolescence, tu ne comprends pas. Là, t'es comme, non, moi, je suis comme, t'es stubborn. Là. Ouais. Moi, je suis ici pour la vie. C'est New York, ma ville, puis tout ça, puis mes amis, puis tout, t'sais. Mais quand elle me tirait la plug pour des conneries, j'étais vraiment pas dans un bon espace. Les influences étaient tellement négatives dans cet environnement-là. Mais comme un jeune de 16 ans, tu le vois pas. Pour toi, c'est Thug Life. Thug Life for Life. Fait que c'était ça, juste pour brièvement vous donner un peu une orientation dans laquelle on était. Ma mère me fait des menaces plusieurs fois. Si t'arrêtes pas, je t'envoie. J'ai fait une connerie qui était déjà genre... très sur la ligne. 2 semaines plus tard, j'en ai refait une autre. Puis quand je suis retourné à la maison, ma mère me regarde dans mes yeux. Elle me dit « Ramasse les choses. » Je me suis bastiné. Je suis comme... Je le savais déjà. Ah, c'est ça. Jour plus tard, j'étais dans un Greyhound. Et je m'en allais. En direction de Laval. À la direction de Laval. Et puis, donc, tu arrives à Laval. Quel était ton... T'es parti pendant pratiquement 8 ans, là. 7 ans, en fait. C'était comment ton retour? C'était déjà ça, j'ai eu cette discussion-là par rapport comme à quel point c'est dur essayer de changer une mentalité parce que moi, j'arrive vraiment d'un espace où est-ce que beaucoup d'influences négatives, c'est hood. Vraiment, il faut que tu te surveilles de partout. C'est pas vraiment le coin le plus paisible ou sinon où est-ce que tu veux élever des enfants. Ouais. Naturellement, tu es toujours sur garde parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Okay. Il y a des règles de la rue, on peut dire que tu dois surveiller. Fait que moi, j'ai cette mentalité, je m'en viens ici à Laval. Fait que je pense que dans ma tête, tout le monde est comme ça. Fait que je suis sur mes gardes. Premier jour d'école, par exemple, juste pour dire, les premiers mois, je parlais à personne, j'ai pas eu d'amis, j'étais juste moi-même confiné à ma tête, puis c'est tout.
Puis, tu sais, premier jour d'école, encore là, genre, je fais confiance à personne parce que c'est ça la mentalité que j'ai ramenée Des États-Unis. des États-unis. Ben, Puis, des États-Unis. ouais. De Brooklyn. Bronx. Du Bronx, pardon. Ouais, c'est vrai ça. Fait que, un gars m'approche puis il me dit comme hey, je vois que t'es nouveau, genre tu viens t'asseoir à la table avec nous. Yo, pour moi ça c'est une menace là. Je suis comme quoi je vais tuer du beef? Genre, je suis désolé là, c'était ça, c'est tellement dégueulasse voir quelqu'un penser comme ça, mais c'est là, des fois, il faut comprendre les perceptions d'autres personnes. Tu sais, c'est comme, on n'a pas grandi à la même endroit. Fait que moi, j'étais vraiment sur mon avant-garde. Là, j'ai réalisé comme, shit, tout le monde à Laval est gentil. T'es allé à Curie-Labelle. Tout le monde est gentil, là, comme, c'est quoi ce monde-là? Genre, tout le monde... Mais moi, je ne le savais pas encore. Ça a pris du temps de s'adapter à... Non, être moins méfiant. Ouais. Ouais, exactement. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'avais pas le choix, tu sais, faire un ami. Puis, parler, socialiser. À devenir gentil à ton tour, toi aussi? Genre. Parce que là, c'est d'accepter la bienveillance un peu des autres, des gens qui sont gentils envers toi, mais à un moment donné, de redonner, j'imagine aussi, sortir de ta... Ouais, de cette coquille-là. Puis ça a pris du temps, vraiment, la sortie. Ça a pris quand même à peu près 4 ans. Mais pas 4 ans vraiment, mais 4 ans totalement de vraiment sortir de cette mentalité-là, puis comprendre que ta nouvelle réalité va être différente pour le reste de ta vie. Mais quand même, dans cette période-là, tu as 16 ans, tu as l'adolescence à plein fouet dans ta tête, toutes les influences, toutes les choses, la puberté qui t'attaque. C'est un sentiment qui est assez comme solitaire. T'es seul. Absolument. Puis ça, c'est comment... Si on va parler d'un peu de santé mentale, je l'ai connu très jeune, vraiment, tous ces questionnements, l'obscurité. Parce que t'es là, c'est comme... Moi, ma mère, la seule personne que j'avais au monde, elle me fout dehors. Moi, je me retrouve tout seul. J'habitais chez ma tante. J'ai été super bien accueilli. Mais j'ai quand même été mis des règles. C'était ma dernière chance à vie d'avoir une deuxième chance. Mais quand même, genre, t'es dans l'obscur, t'es tout seul, t'es adolescent aussi. Fait que c'était mon premier rock bottom à 16 ans. Déjà directement. Ouais, ça commence jeune. Mais tu vois, t'es revenu ici, tu t'acclimates à l'école. Puis je reviens dans l'optique de comment tu as transposé ça justement pour orienter ta vie dans une meilleure voie et ensuite entreprendre ta vie et devenir entrepreneur par la suite. Encore là, les influences environnement là, peuvent tellement avoir un impact sur la vie de quiconque. Un proverbe que j'ai vu, essaie de grandir une fleur autour d'un dépotoir. La fleur ne va jamais survivre, mais tu la mets dans un bon environnement où est-ce que c'est vert, où est-ce qu'il y a du soleil, où est-ce que tu la nourris, il y a de l'amour. La fleur va juste éblouir, fleurir, ouais, exactement. C'est exactement ça qui se passe. Puis nos mentalités, c'est la même chose. Si tu es dans un environnement... je peux être ouvert avec mes termes de merde, dire. Un environnement de merde, ben c'est sûr que toutes les choses, en ce moment, le terme utilisé, médias sociaux, toxiques, c'est sûr que les choses vont... Tu peux pas aller bien. Mais quand tu changes ton environnement, ça a tellement un impact différent. Fait que avoir changé l'environnement, être venu ici, tu sais, vraiment à Laval, OK, le monde sont plus gentils, OK, fine. Je peux commencer à faire confiance à nouveau à du monde. Ma famille ici, tu sais, ils m'accueillent, ils me donnent une chance, ils me donnent de l'espoir. Exactement. Fait que cette transition-là, qui est quand même, ça a duré, comme je dis, 4 ans, de 16 à 20 ans. Mais avais-tu déjà appris à faire confiance? T'es arrivé à 9 ans aux États-Unis? Ou c'est juste complètement nouveau parce que tu as juste appris à te protéger, pas à être méfiant? Tu vois, c'est une excellente question qui ouvre un autre sujet que j'ai abordé, que c'est quelque chose que je veux devenir peut-être à la longue un éducateur sur ce sujet-là. Puis quand j'ai déménagé, encore là, vous devez penser au contexte de c'est quoi cette personne-là, les mentalités, les environnements. Un enfant, un garçon de 9 ans de Montréal, c'est quand même amical. On prône la paix ici, de l'amour. Tu t'en vas dans le Bronx, dans le hood. Puis là-bas, c'est comme, là, c'est la pauvreté. Là, c'est la violence. Là, c'est les gangs de rue. Là, c'est les drogues. Là, c'est tout ça. Fait que là, change vraiment ta fleur. Là, amène-la vraiment dans le dépotoir. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que, étant là-bas, tout le monde est latino. Tout portoricain, dominicain. Majoritairement, je dirais à 60%. Le reste, c'est tout des blagues. Puis peut-être
3-4% c'est des Blancs. Des Blancs, c'est des Italiens puis des Irlandais. C'est ça, vraiment, la communauté où est-ce que j'ai emménagé. Puis vous allez comprendre pourquoi je fais la différenciation des cultures. Parce que peu importe de quelle couleur j'étais, même si je m'assimilais à tout le monde physiquement, eux autres savaient que j'étais Canadien. Puis les États-Unis, c'est un pays extrêmement patriotique. Puis extrêmement ignorant sur le reste des autres cultures. Ça, les États-Unis, c'est le nombril du monde. Tout le reste ne dérange pas, on s'en fout. Fait que quand tu as un Canadien qui vient dans une école dans le Bronx aux États-Unis, attends-toi d'être la viande la plus fraîche qu'il y a. Et c'est ça que j'étais. Fait que durant les premières années, si on parle encore de psychologie, je sais même pas comment j'ai survécu jusqu'à maintenant, j'ai connu des années d'intimidation. Je me suis fait bully. Intense. J'ai eu peut-être 3 bullies que je reconnais. Fait que il y a eu cette transition-là. Fait que là, tu es dans un monde où est-ce que hey, tout le monde est ton ami, tout le monde est gentil. Là, tu t'en vas dans la merde. Fait que essaie de faire... C'est sûr que je suis ressorti de cette boîte-là, genre négatif. Là. Ouais, j'étais abattu. Là. Fait qu'il y a eu cette transition-là, l'intimidation que j'ai connue à 9, 10 ans. Au début de fin primaire, début secondaire. Là, tu vas dealer avec du monde qui te niaise parce que tu as un accent, parce que tu t'habilles pas comme eux, parce que tu es Canadien. Canada boy. Ouais. C'est ça, ils savent pas, c'est pas You're Canadian, it's Canada boy. C'est comme, à ce point-là, l'ignorance était très élevée. Ils savaient même pas c'est quoi, genre, le nom à cette culture-là. Ouais. Malgré qu'on est des voisins. Puis, comme, justement, ça t'a... Donc, évidemment, ça a probablement créé des remous, ça prend en fait en sorte que tu as pu avoir des frustrations et tout ça. Bon, néanmoins, tu es arrivé au Canada, la bienveillance, tout ça, et puis bon, là tu as 20 ans, tu as fait ton 4 ans de purgatoire. Qu'est-ce qui vient ensuite, là? Parce que je sais que tu as pu, justement, t'as complété ton bac à l'Université de Montréal, si je ne m'abuse. Mais justement, pour un gars qui sortait d'une situation du hood comme ça, arriver jusqu'à l'université, ben, comment tu peux... Quel est ton mot sur ton parcours? Encore là, c'est des influences. Des influences, puis j'ai été fortuné que quand j'ai emménagé, où est-ce que j'ai emmené chez ma tante, ma tante m'a donné 3 règles. Elle dit, sors les poubelles, va à l'école et trouve une job. C'est tout. Je devais juste obéir ces 3 choses-là, puis elle me foutait la paix. Puis j'ai une cousine qui était plus grande, 50 plus que moi, ça a toujours été une grande sœur. C'est une fille qui était déjà by the book aux études. Puis durant ce temps-là, elle avait 22, 23 ans. Fait que moi, je la voyais, j'étais à l'Université de Montréal en train d'étudier la biochimie avec son chum qui est son mari aujourd'hui. Fait que les deux, tous les jours, je les voyais dans la cuisine en train d'étudier biochimie. Fait que moi, je suis exposé à ça. Comme je te dis, ta fleur, là, enlève-la de l'environnement, mets dans un environnement positif, là, tu viens de faire quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je suis allé dans un environnement où j'avais du soleil maintenant. J'avais de l'eau. Fait que je suis exposé à ces 2 personnes-là que je les vois travailler, étudier super fort. Puis je suis comme, peut-être que je pourrais l'essayer. Il y a une autre motivation aussi au secondaire. On a déjà parlé de ça là aussi passé. C'est comme... Comment je pourrais dire? C'est quoi le terme que je cherche? C'est un grudge que j'ai retenu tout plein de fois. Parce qu'à la fin de secondaire, encore là, je n'étais pas encore rétabli mentalement. J'étais encore vraiment sur cette mentalité-là. Pas faible, vulnérable. Oui, exactement. En secondaire 5, j'ai eu un directeur qui m'appelle. Il ouvre mon dossier, puis ça allait pas bien parce que là, j'étais dans un conflit avec d'autres personnes. Ouais. Il me regarde, puis ça, j'ai pas aimé comment il a abordé. Puis je trouve que ça, il y a un problème, ça. Parce que tu peux pas aborder des enfants, des adolescents de cette façon-là. Puis quelqu'un doit faire quelque chose. C'est ça le système, là. Il faut que quelqu'un se batte contre ça. Parce que lui, il ouvre mon dossier. Première chose qu'il voit, tu viens de New York. La première question qu'il me demande, étais-tu une gang de rue? Ouais. C'est comme ça qu'on vient de se connaître. C'est ta première question de « Ah, comment ça va? » Non, c'est... Il y avait déjà un préjugé à la base. Préjugé. T'es latino, tu viens de New York, t'es ici à Laval, à Curie-Labelle, boum. Est-ce que tu es dans une gang de rue? OK, merci, salut, oui, ça va bien. Fait que ça a commencé déjà là, cette relation-là. Mais qu'est-ce qui m'a marqué de cette personne-là? Puis je dirais pas son nom, parce que vous allez voir les commentaires, là,
quelque chose qu'il a dit, c'est qu'une personne comme toi, parce que aussi mes notes c'était pas wow. Il me dit, une personne comme toi, j'essaie de définir c'est qui une personne comme moi, pourra jamais réussir dans la vie, pourra jamais finir l'école. Fait que lui, sa solution, c'était comme, je te conseille, va aux adultes, il faudrait que tu t'en ailles de Cure Label, va aux adultes, tu vas avoir une meilleure chance de réussir. Mais avec ton comportement, ton trajectoire en ce moment, ça ne marche pas ici. Mais c'est juste comment il l'a dit, une personne comme toi ne pourra pas réussir. On doit éduquer nos enfants beaucoup mieux que ça. On ne peut pas leur parler comme ça. Parce que c'est facile pour un enfant de dire comme, genre, je vais me couper les veines après ça, comme, j'ai plus d'espoir. Ouais. Puis je pense que c'est pas... Encore là, il y a du travail à faire dans le système. Puis, au fond, tu t'es servi de ça comme motivation, en fait. Depuis ce moment-là, je me dis, tu sais quoi? On va voir c'est qui peut pas finir. J'ai fini le secondaire avec des surplus de crédit. Oui, j'étais allé aux adultes pour finir mes mathématiques, mais j'ai fini mes 4,36 mathématiques. J'avais des notes de fou. J'ai appliqué pour peut-être m'en aller en sciences pures parce que hey, j'avais une influence à la maison qui font la biochimie. Puis je me suis dit comme, hey, ces livres-là, ils coûtent cher. Fait que je pourrais me sauver de l'argent en prenant leurs livres déjà. La motivation était... Fait que ça a été un. Puis l'autre, c'est comme, tu sais quoi? Non. Je me laisserais pas dire que je pourrais réussir. Fait que c'est drôle comment la psychologie fonctionne. Ça a été une motivation. Peut-être ce dude-là, peut-être c'était ça sa stratégie. Comme j'ai tellement te rabaissé que tu vas prendre cette négativité-là puis tu vas faire quelque chose, mais c'est touchy. Il y a la zone grise derrière, parler quelqu'un de cette façon-là. Surtout en ce moment, la santé mentale, c'est le plus gros sujet qu'il y a de notre société. Là. Ouais, tu as fait un podcast aussi dernièrement, on va revenir, là, mais là, après, tu finis le secondaire, le cégep, l'université. J'ai pas fait de cégep. T'as été à l'université directement? Ouais. Et t'as obtenu ton bac? Ouais. Et félicitations d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup de résilience déjà de passer cette étape-là. Et qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu t'es lancé en entreprise? À 20 ans, j'ai commencé comme un petit business, déjà après avoir vendu des autocollants. À 20 ans, je suis devenu barber, ambulant sur la route, I guess. J'ai fait une job admettons, je faisais une job de paysagement, ça a duré 3 semaines, j'ai pas aimé ça. Avec la première paye que j'ai eue, je me suis acheté des clippers pour commencer à couper. Puis j'avais pas de barbershop, fait que je coupais la tête du monde au gym où est-ce que j'étais. Fait qu'il y avait un escalier, fait que je coupais Fait que là, ça me ramenait la publicité puis la clientèle. Fait qu'après ça, j'avais une clientèle là, on me proposait comme tu ouvres un barbershop. Je suis comme, nah, ça m'intéresse pas. Je vais aller plus loin que juste couper des têtes. Fait que c'est la première un scénario entrepreneurial où est-ce que j'ai commencé. Mais là, j'avais une job temps plein quand même chez Bell. Bell, si on peut parler de santé mentale encore là, j'ai quitté parce que j'étais plus capable. Venant de l'entreprise qui promouvoit la santé mentale. Je suis comme, on a déjà eu des échos de ça. Je comprends. Puis là, j'ai été dans une autre entreprise, une start-up en web. L'entreprise n'a pas réussi. Fait que là, j'ai appliqué. Là, j'ai peut-être 23 ans. J'ai appliqué 1 million de places. J'étais à ma première... Ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais à l'université au HEC. Puis on m'a proposé un projet entrepreneurial comme « Hey, il y a une startup qui est en train de lancer puis ils cherchent quelqu'un comme toi. » Vu qu'on m'a refusé tout plein de fois, genre des jobs, fait que je suis comme, tu sais quoi, j'ai des économies, let's go for it. Fait que je suis allé temps plein à cette application-là. Une application qu'on était supposé bâtir pour les PME. On a flop 1 an plus tard. Si vous voulez savoir comment brûler 124 000 $ en 1 an, je peux vous donner la recette parfaite. Okay. Puis faire 0 profit. OK. Mais c'est une belle expérience parce que je pense que ma trajectoire de qui suis-je aujourd'hui est basée beaucoup sur des défaites. Absolument. L'entrepreneuriat, c'est les défaites. Comme ma transition de New York à Laval, puis ces 4 ans-là, c'est que des défaites, des failures. J'ai foiré dans toutes les sphères possibles, autant personnellement, professionnellement, à l'école, académiquement, mais dans tout. En business, mes premières orientations aussi, ça a été des défaites. Fait que ça a été une défaite où est-ce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris quelles étaient mes capacités entrepreneuriales. J'ai aimé ça.
On dirait que j'aime ça, le risque, la tolérance, la difficulté. J'ai fait ce que j'ai à faire. Tout le monde qui était dans cette business-là peuvent dire personnellement que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. D'autres personnes, je ne vais pas nommer. Je pourrais pointer le doigt que quelqu'un n'était pas à ses affaires. Donc, toi, quand tu as terminé, tu avais quand même le sentiment du devoir accompli, malgré la perte. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que, oui, une perte monétaire, ça en soi, c'est, comment dirais-je, c'est un échec, mais au-delà de ça, tu as vu que tu as donné ton maximum, en fait. Ouais, parce que ce que j'ai appris dans 1 an dans cette entreprise-là, dans cette start-up-là, le HEC m'a jamais enseigné ça. OK. Ben, c'était ma question de savoir comment tu t'es relevé de tous ces échecs-là, puis de continuer, puis de continuer, puis de continuer. Ben, je te remonte à quand j'avais 9 ans, puis ma période d'intimidation. C'était dur, mais je les remercie, ces bullies. Parce que c'est à cause de eux que j'ai bâti ma résilience à toujours me relever facilement et rapidement. Parce qu'à un moment donné, quand je me faisais intimider le premier, au début, genre, je donnais mon argent de lunch pour les éviter. J'essayais de les ignorer le plus possible. Jusqu'à temps, tu peux plus vivre comme ça. Fait que j'ai arrêté de me rabaisser, puis je l'ai affronté. Puis quand je l'ai affronté, la table elle a tourné. Fait que là, j'ai découvert quelque chose de moi. Oh! Quand tu te relèves et t'affrontes, tu step up, tu peux gagner. Puis là, j'ai eu un autre bully après ça qui n'a pas connu cette période-là. J'ai step up. Je lui ai fait honte devant tout le monde. Puis lui, c'est, tu sais, quand tu fais honte à la personne populaire de l'école, là, devant tout le monde, durant le dîner, là, que tes points, moi, mes points ont augmenté. Personne ne voulait me toucher après ça parce que, hey, check ce que j'ai fait à ce gars-là. J'en ai eu un troisième aussi, plus grand que moi, puis tout. Je l'ai affronté. Fait que quand tu commences à voir vraiment ces choses-là, puis parce que le premier me donnait le courage d'affronter le deuxième. Le deuxième m'a juste dit, comme, rendu là, tu deviens un peu, genre, arrogant. Je suis comme, hey, je vais tous les attaquer, eux autres, là, tu veux. Mais, fait que le troisième, je l'ai affronté, je l'ai fait honte encore devant bien du monde, parce que moi, j'étais tout le temps en la défensive. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à l'attaque. Ironiquement, peut-être 1 mois ou 2 mois plus tard, c'est devenu quand même un bon ami à moi, puis on était dans des dates ensemble avec des filles, là. Fait que mais ce que j'entends là-dedans, c'est que rapidement, tu as appris à te responsabiliser, dire hey, je suis victime de quelque chose, ça marche pas, faut que je prenne ma place, faut que je m'affirme, faut que j'apprenne, faut que je fonce, mais il y a une responsabilisation qui fait que, OK, j'y vais, puis il y a eu des mini-apprentissages de fois en fois qui fait que tu es là aujourd'hui avec... Quand tu apprends ça de 9 à 14 ans, c'est un apprentissage assez rapide, je trouve, qu'il a fallu que j'affronte. Fait que quand j'ai frappé rock bottom encore entre 16 et 20 ans, j'avais déjà cette résilience-là, puis savoir comment me relever rapidement. Absolument. Fait que même avoir foiré plusieurs fois durant cette période-là, je me suis relevé 2 fois. Fait que quand toutes ces périodes-là, durant cette transition début Laval, ben j'ai foiré, je me suis relevé. Fait que là, essaie de mettre cette mentalité-là dans l'entrepreneuriat t'as même plus peur d'échouer. Ben, je sais comment relever, je sais comment affronter vraiment la défaite. Fait que ça crée quelque chose, ça crée quelqu'un derrière ça. Et puis, ça m'apporte à notre question donc telle que, justement, qu'on aime poser, qui lance un peu la conversation dans une direction. Être entrepreneur, est-ce facile? Non. Non, je te déconseille. Tu le déconseilles? Je le déconseille. Moi, je pense que j'ai vu quelque part les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, ça doit être des sados. Sadomachistes. Ouais. Sado. Sado? C'est des sados. Genre, dans le fond, c'est le sado, c'est ça le terme, hein? Ouais. Dans le fond, c'est ça. Puis, je comme, ou des personnes sadiques. C'est mieux? Ouais. Sado, c'est comme aimer la souffrance, hein? Ouais. Quelque chose comme ça. C'est ça. On en reste là. Oui, exactement. C'est un problème psychologique te lancer en entrepreneuriat. Mais justement, tu commences, mais je te lance là-dessus. Dans ta perspective à toi, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas avec le terme, là, mais on se croit. Ben, pas d'accord avec le fait qu'on aime la souffrance, mais... Il y a une relation. Mais t'aimes vivre à ta façon, t'aimes prendre des risques, t'aimes prendre ta place. Il y a quelque chose là-dedans, souvent des fortes valeurs, des fortes croyances, des convictions. Il y a souvent quelque chose qui fait aussi
pour certains, pas tout le monde, que des fois, on ne fit pas dans le milieu à titre d'employé. pas dans la tu sais. boîte, On ouais. ne fit pas dans la boîte. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu crées quelque chose sur mesure. Fait qu'à quelque part, si tu es prête à faire ça, tu sais, la personne est prête à prendre des risques, est capable de composer avec, puis il y a une drive propre à certains entrepreneurs, des caractéristiques propres aussi, qui fait que ces caractéristiques-là, des fois, ça amène à dire, je suis capable de vivre avec le risque, puis Absolument. j'aime prendre des risques, puis je vais me relever, puis ça marche pas. C'est quoi l'action que je prends? Sauf qu'il y a un coût à payer. C'est ça l'affaire. Puis là rentre la souffrance. C'est ça le sado derrière parce que c'est dur et tu vas manger des coups régulièrement. En ce moment, regarde, si je prends mon expérience de la start-up, on dirait que c'est là réellement que ça commence. Le barber puis autocollant, oublie ça. C'était du hustle. Mais admettons, je commence là à 23 ans, j'ai 35 ans, fait que j'ai à peu près 12 ans d'expérience à être sado. Ouais. À ce jour, avec cette expérience-là, c'est pas évident les choses. C'est quand même dur. Genre cette semaine, il y a eu tellement d'événements, tu sais, ces dernières semaines-là, parce que là, je suis rendu à fonder ma deuxième entreprise, puis cette deuxième entreprise-là, maintenant, là, j'ai l'expérience, fait que je sais comment la fonder avec une vraie structure, m'occuper de la comptabilité, du légal. Il y a une équipe derrière, il faut que tu payes tes fournisseurs, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu gères de la clientèle, il faut que tu fasses tout. Puis, c'est pas plus agréable, c'est pas plus facile. Regarde, c'est pas plus agréable, mais oui, il y a une facilité parce que j'ai vu le parcours. OK. Je sais comment réagir très rapidement. Encore une fois, comme je vous dis, je suis tombé plusieurs fois assez rapidement, puis je suis relevé très rapidement. Fait qu'aujourd'hui, quelque chose pète, je sais comment gérer. Mais c'est quelque chose pète, c'est comme, encore. Absolument. Et puis, en fait, c'est que c'est pas que c'est plus facile, c'est que c'est ton expérience, c'est que c'est là que l'expérience embarque. Puis à ce moment-là, tu t'en parlais tantôt que c'est pas facile, faut être un petit peu, faut vouloir se faire mal, mais toi là, est-ce qu'il y a un moment qui a été plus difficile de se relever qu'un autre? Oui et non, j'essaie de penser à un moment. Comme je dis, si je retourne à mes expériences, je suis tellement habitué à me relever de quelque chose de très négatif que ma tolérance à la difficulté là, est élevée. C'est comme, regarde, donne-moi là, la difficulté. Fait y a-tu des moments... Ou que ça a été plus dur à vivre, peut-être. Tu as pu peut-être toutes les remonter comme du monde, mais sur le coup, des fois, tu as comme le... Peut-être entre la période de quand j'ai lancé mon agence marketing, entre la période, là, l'agence, ça va faire 7 ans. Entre l'année 2 et 4. Oh, c'était dur. Peut-être 3 et 4. Peut-être la 3 et 4 étaient extrêmement. Qu'est-ce qui était aussi dur? La première année, j'ai comme frappé un bon jackpot, fait que j'ai eu des bons revenus pour une première année. T'es comme, wow! Fait que tu t'attends que ça va être comme ça va juste grossir. C'est faux. La deuxième année, comme si tu fais genre X revenus, la deuxième année, tellement que j'avais pas d'expérience, je me suis planté, coupe ça à 60%. Fait que là, t'es revenu comme, t'avais un mode de vie, t'avais un plan, puis là, genre, tes finances viennent d'être coupées juste parce que t'as un manque d'expérience, parce que tu sais pas comment tout ça fonctionne. Fait que tu perds. Fait que là, OK, deuxième année, c'est correct, tu commences à te relever, là, puis tu peux vivre avec ça. Mais troisième année, où est-ce que t'es dur, la pression était lourde parce que peu importe à quel point tu essaies de pousser, on dirait que je faisais pas plus de cash que ça. Puis vu que je faisais pas plus de cash, j'avais plus de misère. Fait que là, tu commences à questionner ton loyer, toutes tes activités, tout le mode de vie qui vient avec. Déjà que je suis sur papier, je suis pauvre. Je suis sur le seuil de la pauvreté sur papier. Revenu Québec, là, je suis pauvre. Puis là, tu dois dealer avec tout ça. Puis quand tu as cette envie-là que tu veux réussir, tu as un orgueil que tout le monde te regarde comme « Hey, t'es capable, mais personne voit le stress mental, la difficulté genre financière que tu es derrière. Puis c'est là que je sais que beaucoup de monde abandonne à cette année, cette période-là. Fait que moi, heureusement que je tolère super bien toutes ces affaires-là.
Mais c'est pas évident, parce que oui, ça t'affecte ton mental à un moment donné, comme je l'ai fait mon CV une couple de fois durant cette période-là. J'ai eu la conversation avec ma femme aussi, tu sais, elle me dit, yo, c'est correct, là, regarde, tu peux abandonner, personne va, va, va penser que t'es pourri à qu'est-ce que tu fais. On n'en a pas parlé encore, mais je pense que c'est important d'évoquer. Tu sais, dans un entrepreneur, là, tant que tel, euh, ça doit trouver un certain équilibre dans le chaos. Euh, et à quel point c'est important d'être avec une partenaire de vie ou un partenaire de vie qui te permet justement d'être entrepreneur. À quel point quelle importance ça a que ta partenaire de vie supporte ce que tu fais. Tout. Yeah. On dit, je vais prendre un gros nom, un exemple très facile. 2 gros noms, Jeff Bezos, Bill Gates. Eux, là, dans leur histoire, là, ils ont réussi à cause de leur femme. Puis, ouais, ils sont divorcés dans les 2 cas, parce que, regarde, quand tu gères des millions, là, des milliards. La partenaire, c'est tout. Honnêtement, je pourrais consacrer tellement de pourcentage de c'est quoi la réussite d'un entrepreneur avec ton partenaire. Puis ça revient vraiment à l'exemple de ton environnement, ton dépotoir, où vraiment tu es dans un beau jardin. Puis avoir une partenaire qui est là, qui va te soutenir, puis que vous avez un plan de match, c'est le jardin. C'est vraiment, c'est une beauté. Parce que quand je me suis lancé, on a eu la discussion, puis c'était comme, regarde, elle c'est pas l'entrepreneur. C'est pas une femme de risque. Fait que dire, moi, je vais avoir l'emploi à temps plein, moi, la stabilité financière. Toi, pendant ce temps-là, ben, regarde, vas-y, risque-là, parce que je sais si tu risques beaucoup, ben, les gains vont être beaucoup élevés. Puis comme ça, nous autres, on va pouvoir balancer. Fait qu'on s'est donné un compromis. Elle m'a dit, comme, regarde, si à un moment donné, tu as la misère à payer les bills, je vais les couvrir cette période-là. Puis heureusement, je peux vous dire, j'ai jamais demandé $1 depuis qu'on s'est lancé. J'ai jamais. Ça a été le contraire. C'est plus elle qui est venue me demander comme, hey, tu pourrais-tu m'aider avec certaines factures ou ce mois-ci, tu peux-tu couvrir peut-être le loyer, des trucs comme ça. Parce que à un moment donné, oui, tu sais, ça a débloqué. Mais cette personne-là, tu sais, c'est comme, elle m'a accompagné dans toutes mes folies. Au début, elle a refusé ou sinon elle était en désaccord. Quand il fallait que je mette mon chapeau de pitch de vente. C'était un pitch de vente. C'est ta première cliente, en fait. Hein? Ouais, exactement. Là. Fait que, il a fallu que j'y vende. Regarde, je sais que c'est un struggle. Je sais que, genre, mais on va trouver la solution. Elle a accepté, puis fait que le fait qu'elle soit là, ça a tout changé. Ça a changé beaucoup de choses. Mais ça apporte un sentiment de sécurité, d'apaisement, de savoir aussi, tu sais, on parle de l'isolement de l'entrepreneur, être seul, mais c'est sûr que si on a quelqu'un à la maison qui est notre conjointe, ça nous supporte d'une certaine façon. Beaucoup. Si la personne nous appuie. Puis je pense que on parle pas assez de ça. On sous-estime. Oui. On sous-estime l'entourage, on sous-estime le rôle. Ben, moi, je vais le dire, je suis pas... Comment dire, je vais pas me cacher. Moi, je suis sur une deuxième vie, en voulant dire que j'étais marié avant avec la mère de mon fils. Et puis, le côté entrepreneurial, ça lui faisait pas. Tout simplement. Tout simplement. Et puis, ça a créé des remous par rapport à ça. Et aujourd'hui, elle est bien. Aujourd'hui, elle est bien. Tu avec quelqu'un qui suit son rythme de vie. Mon fils est heureux, ça me rend heureux. La mère est heureuse, tout le monde est heureux. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, j'étais rentré dans un cours, à un cours d'entrepreneurial donné par Corpus, et il y avait un professeur que son nom m'échappe, m'avait dit, écoutez, combien d'entre vous, quand il rentre là, c'est son premier cours, combien d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre vie? Il y a des gens qui lèvent la main. Combien d'entre vous, ces gens-là dans votre vie, supportent votre projet entrepreneurial? Il y a des gens qui ont levé la main, il y a des gens qui ont enlevé leur main. Et là, c'est là qu'il a dit, parce que ceux-là que vous n'avez pas levé la main, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Il y a 2 avenues. Il n'y en a pas plus. 2 avenues. Soit vous allez lâcher votre projet, soit vous allez lâcher votre relation. That's it. Et c'est l'affaire la plus real
que j'ai une des choses les plus real que j'ai entendues dans ma vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est un point à rajouter. Je suis du bois en ce Hein? moment parce que ça va bien pour moi. Mais je suis comme un peu... Mais c'est important Ouais. parce que je pense que c'est ce qui, en bout de ligne, amène un certain Ouais. équilibre, non? Parce qu'on en parlait justement Puis- d'équilibre. Comment tu vois ça, Jessie? Mais en fait, juste pour finir, pour l'aspect financier, tu sais, c'est vrai que je regarde moi, j'ai mon entreprise, puis c'est vrai que j'ai un stress de moins. Ouais. Je me repose pas sur mon chum, je paye mes affaires, mais je suis pas toute seule Ouais. à payer mes affaires. Fait que Ouais. j'ai quand même une sécurité qui est toujours là de dire on se supporte, on s'aide si jamais Ouais, que absolument. si j'avais pas ça, c'est sûr que le hamster partirait puis l'anxiété serait beaucoup plus dans le tapis. Ouais. Puis, fait que oui, c'est une chance en or quand la complicité puis le soutien est là, là. Mais ta question de l'équilibre, tu disais... Ouais, ben, je disais à quel point, justement, ça joue un rôle dans l'équilibre, justement, cette Ben- personne-là, ce partenaire de vie. Ben justement, tu sais, on parlait d'isolement, ben s'il y a quelqu'un dans notre vie, à quelque part, le soir, c'est sûr qu'on jase un peu de ce qu'on a fait, on n'est pas tout Absolument. seul. Cette personne-là va nous forcer à couper un peu le travail, sinon on peut travailler de 5 heures à 1 heure du matin, dormir 4 heures puis recontinuer. C'est vrai. Donc, il y a comme un cadre que ça amène à quelque part qui force à versus si on l'a pas du tout. Encore là, on peut être entrepreneur, avoir une famille, des enfants, puis quand même faire de 5 à 1 heure. Là, le couple peut prendre le bâton. Ouais, Là, exactement. les difficultés peuvent arriver. Mais aussi, tu sais, comme mon exemple à moi, je disais, ben c'est sûr que ça diminue mon anxiété puis mon stress, puis j'ai un fonds de sécurité qui est là, qui m'aide pour mon... Tu sais, dans l'équilibre de vie, tu as ta santé Absolument. psychologique, là. Absolument. Ta santé financière est là Absolument. aussi. Qui Ta en fait santé partie. sociale. Tu sais, il y a plein de sphères de vie. Fait que je pense que c'est vrai qu'un partenaire de vie, quand ça va bien, vient aider à rattacher l'entrepreneur dans toutes les autres sphères en même temps. Famille, sociale. Tu sais, quand le couple est bon, là, je ne vais pas généraliser. Puis Absolument. quand l'entrepreneur a cette touche-là aussi de réciprocité puis de vouloir prendre soin du couple. Absolument. Ouais. Mais deux choses que je voudrais rajouter. Un, c'est une anecdote que quelqu'un m'a racontée, mais une autre chose que le soutien qu'elle m'a donné. Vous allez voir les liens. Le premier soutien, c'est que c'est une femme ambitieuse. Puis, il y a des choses qui m'ont tellement mis dans l'inconfort à des niveaux genre incroyables à cause de son ambition que je devais la suivre sur des choses que, regarde, juste un exemple, à un moment donné, on achète une maison, je suis comme, j'avais des économies, j'avais tout, j'avais les fonds pour le faire, mais j'avais comme pas la confiance de le faire. Parce que je suis comme, non, il faut que je mette un petit peu plus dans ma business. Après, je vais pouvoir le faire. Mais elle, c'est comme mis de la pression à un moment donné, c'est comme un ultimatum. Je suis comme, non, c'est maintenant qu'on doit le faire parce que, regarde, on ne peut pas vivre à payer le loyer de quelqu'un d'autre pour le reste de notre vie. Déjà, quand tu calcules, je suis comme, je viens de payer à peu près 40 000 à cette personne-là pour son condo. Ouais. Ça aurait pu être 40 000 dans mes poches. Ben, je peux me le payer pour juste besoin d'un down payment puis une stratégie derrière ça. Mais, fait, à cause de sa ténacité et son ambition il faut qu'on soit propriétaire, quelque chose que j'aurais jamais fait peut-être au moment, À cet âge-là, ligne de temps que vraiment t'es rendu, parce que j'étais peut-être rendu à ma 3-4e, je vous dis, là, mon struggle était rendu où? Ouais. Fait que j'étais dans cette période à struggle, peut-être c'était à la 4e année de ma business. T'sais, on a fait le saut, puis vous savez comment l'immobilier va en ce moment. Heureusement, le saut s'est passé en novembre 2019. Wow! Wow! C'est bon. Notre propriété, elle a pris la valeur. Mais ça... Fait à cause d'une personne qui a eu une fin, une ambition comme ça, on a pris comme une des meilleures décisions financières de notre vie. Absolument. Mm. On salue madame. Ouais, on la salue. Salut Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Salut. Mais écoute. Attends. Oui, vas-y. Oui, tu as ton anecdote. À cause de ça, là, tu as la business, tu as la relation, puis tout ça, puis quelque chose aussi dans les relations qu'il faut. Ça, on nous le dit pas assez souvent, mais à un moment donné, tu sais, je parle à... j'ai un ami, on était dans un événement, tu sais, puis il me parle de quelque chose, parce que lui, il avait un enfant, puis il y a 4 ans, mais lui, il s'est séparé de sa femme. Puis ils font de l'argent, tu sais, les deux, ils font de l'argent, puis tout, puis je m'attendais pas qu'il m'ouvre la porte comme ça, mais il me dit comme, yo, Ray, je te vois, tu sais, dans les médias sociaux, t'es tout le temps en train de bouger, t'es tout le temps en train de grind, t'es tout le temps en train de... J'ai de la misère à suivre qu'est-ce que tu fais. Mais il faut que je te donne un conseil. Comme déplugue puis oublie pas ton couple. Parce que lui, sa rancune qu'il avait, c'est que
j'étais tellement dans l'argent à chaque fois quand le bébé est né. J'étais tout le temps business, argent. C'est un très gros test. Ouais. La relation, le split, ils ont essayé, mais le bobo était déjà là, la plaie était là. Absolument. Fait que, à ce moment, quand il me raconte ça, tu vois que lui, il a mal. Tu sais, il dit comme, fuck, tu sais, j'aimerais ça être dans ma relation. Puis il me dit, mais tellement que j'étais impliqué dans la business, j'ai perdu ma relation. Fait que là, je dois voir mon fils une fois sur deux, tu sais, vraiment sur ces termes-là. Absolument. Puis lui, il me dit, comme, regarde, un conseil, je te donne, une fois par mois au moins, va laisser ton enfant chez la belle-mère, quelque part, arrête de travailler, ferme ton cell, puis va à un date night. Obligatoirement. Puis ça m'a marqué, ça. Mais ça, c'est pour n'importe quoi dans la vie. T'sais, si on veut que quelque chose fonctionne, il faut mettre des efforts, il faut s'investir. Voilà, puis le couple, ben, c'est ça. Si on ne l'investit pas puis on ne met pas d'efforts, fait en effet, le conseil est à retenir. Parce que si tu vois vraiment qu'est-ce que cette influence-là, cette partenaire a fait à moi, puis tu sais, imagine-toi si elle ne serait pas là, je ne serais pas là aujourd'hui, là, je pense. Absolument. Je pense pas, là. Et c'était important qu'on en parle parce que je pense que l'entourage est important et je la vois souvent venir t'accompagner dans les événements et tout ça. Donc, et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, donc je tiens à le dire. Ça m'apporte à ma dernière question. Écoute, j'aime faire cet exercice-là. Tu sais, tu deviens une habituée. Tu te rappelles le film de Back to the Future? Yeah. Donc, on prend la machine à voyager dans le temps. Et je te ramène à un moment précis. Au moment où tu rentres chez toi à 16 ans, puis ta mère te dit, bon, ça y est, tu rentres dans le Greyhound dans 2 jours. Si Ray, là, aujourd'hui, là, il sort de là, flawless avec ses lunettes puis sa belle montre. Puis il sort de là et il va voir Young Ray, le petit Ray. Tu tombes en face de lui, là. Lui, il te voit, il sait que c'est toi. Mais lui, en plus vieux, t'as une phrase à lui dire. Une seule phrase. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est une question qui rend les yeux brillants, là. Ouais, c'est là que tu sais que... Ouais, c'est lourd, ça. Attends, j'ai une couple de phrases qui me viennent, mais c'est quoi que je dirais? C'est aie confiance en toi. Trust the process. Ça, je dirais. Vraiment super. Super. Et je vois que cette réponse-là était très ressentie. Parce que j'imagine que tu as pu faire un petit peu un retour des pratiquement presque 20 dernières années. Ouais. Et qui a montré à quel point, justement, tu en as passé des choses et à quel point tu peux être fier de toi aujourd'hui. Exact. Ouais, c'est pas évident. Toutes choses arrivent pour une raison. Toutes choses arrivent pour une raison, mais encore une fois, il faut tomber en amour avec le processus pour arriver où est-ce qu'on est. Hein. Et encore une fois, il faut goûter le sel pour apprécier le sucre. Donc, Jessie, je te laisse le pré-mot de fin. Le pré-mot de fin, que serait-il? Ben, le dernier qu'on a dit, si on veut des résultats, du succès, il faut y mettre des efforts, il faut s'engager, il faut l'investir. Ben, je laisserai là-dessus avec la notion d'équilibre. Absolument. Ouais. Tu sais, de toujours s'engager, s'investir. On veut quelque chose, on fonce, mais de juste jamais oublier le contexte dans lequel on est, puis d'aller chercher l'équilibre alentour de tout ça. Puis la clé de la réussite, elle va être là. Jessie, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ray, yes. Merci pour de t'être ouvert à nous comme ça. C'est pas apprécié, des choses que je ne savais pas. Mais dans ce discours de vulnérabilité, je suis sûr que ça va venir chercher beaucoup d'entrepreneurs et de faire aussi comprendre à quel point c'est correct de vivre des affaires. C'est correct, il faut. Il faut vivre des affaires, ça fait partie du processus et de pouvoir se relever avec ça. Mm-hmm. Donc, encore une fois, je me suis dit aujourd'hui que j'avais toujours salué, j'ai un de mes amis, malheureusement, qui nous a quittés et que je pense que j'aurais voulu qu'il entende ces discours-là au niveau de Inside, au niveau des entrepreneurs, au niveau des struggles des entrepreneurs, avant de décider de partir. Mais en même temps, ça me donne la force de pouvoir continuer ce que je fais. Donc, Greg Arthur, je te salue de là-haut.
Et j'espère que ce podcast et cette bienveillance que tu vas nous faire à veiller sur nous fera en sorte que ça pourra en aider d'autres beaucoup plus tôt que toi, mais aider d'autres à pouvoir s'en sortir en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Je voudrais rajouter une dernière chose. On a bien plus de monde comme toi. J'ai beaucoup réfléchi à que les programmes de soutien, d'aide. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose pour aider le monde qui font ce choix de carrière. Moi, c'est mon expérience de vie, créer ma résilience, pourquoi je peux m'en sortir. Mais c'est pas tout le monde qui peut, c'est dur. Il y a beaucoup de monde que on sous-estime, on connaît pas leur background. La semaine dernière, j'ai eu une invitée qui elle a presque tiré la plug. Elle était plus capable. Puis je pense qu'on a besoin de plus de programmes comme ça. Parce que, oui, il y a des programmes de psychologues, puis ça, mais pour l'entrepreneuriat, c'est votre problème. Tu as choisi d'être indépendant, puis ci, puis ça. Ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir mon entreprise Notre Bien-être, propulsée par le SAGE puis l'ACPAM, qui est spécifiquement pour la santé mentale des entrepreneurs, connaissances, formation, coaching individuel. Effectivement, justement, il va y avoir plusieurs collaborateurs avec qui j'espère qu'on va travailler avec le tiers-lieu. Le tiers-lieu, on a lancé C'est qui est le sanctuaire psychologique de l'entrepreneur. Donc, on est vraiment là-dedans pour pouvoir justement aider les entrepreneurs justement répondre à ce besoin-là. Donc, merci d'en faire la mention. Ouais. Merci à toi, Ray. Merci à toi, Jessie. Merci. Et on se revoit à une autre émission la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.